Bonjour et bien retrouvé à ce nouveau cours, le cours final d'ailleurs, le cours qui va clôturer notre chapitre sur la géométrie dans l'espace. Commençons sans plus tarder sur la correction de l'exercice qui est à faire pour aujourd'hui. Donc on va commencer par la correction de l'exercice 36. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment de mettre cette vidéo en pause et de prendre le temps d'essayer de le faire avec vos propres compétences et connaissances que vous pensez avoir acquis, et ensuite venir ici comparer avec ma correction. Voilà. Bon, si vous êtes encore là, ça veut dire que vous l'avez déjà essayé, c'est super. Donc on va commencer sans plus tarder. On va donc considérer une pyramide à base carrée, et on sait que O, I et J sont les milieux respectifs de AC, SC et SD. Alors, on sait déjà que la base est un carré, hein, ça c'est très important. Ne l'oublions pas, ça va être utile par la suite. Et ensuite, il nous dit qu'on munit l'espace du repère D, DA, DC, DS. Alors, je vais juste arrêter là, faire un petit dessin ici. Donc, on a que le repère, ça commence ici dans le point D. Voilà. On a DA, ça va être la composante X du coup. Ça, c'est DA. Ensuite, on a DC, c'est la composante Y du coup. Et enfin, on a DS, c'est ça notre vecteur qui termine notre repère. Voilà. Alors visiblement, c'est pas un repère orthonormé parce que ici nous avons des angles qui ne sont pas forcément de 90 degrés, mais ça reste quand même un repère. Ok, donc première chose, déterminer les coordonnées des points dans la figure. Alors, ça va être simple pour certains des points, mais quelques-uns, vous allez voir, ça va nous poser quelques petits problèmes. Alors, je vais commencer par les points, entre guillemets, faciles. Alors, du coup, je vais écrire juste là, pour notre praticité, on va commencer par D, le point le plus simple. Comme c'est l'origine, ça c'est facile, c'est 0, 0, 0. Voilà, ça c'est simple. Le point A encore, c'est très simple parce que je vais juste parcourir une fois le vecteur DA. Puis nous avons le point B, lui ça va être 1, 1, 0. Puis nous avons le point C, lui ça va être du coup 0, 1, 0, bien entendu. Donc D, A, B, C. Et enfin le point S, lui il va être 0, 0, 1. Voilà. Donc nous avions, ça c'est les points qui composent seulement la pyramide. Maintenant, il va falloir écrire du coup I, J et O. Alors je commence par le point O. Le point O, il se trouve du coup sur le carré, et donc on peut exploiter ça notamment pour affirmer que, je rajoute quelques petites lignes de construction, il va être situé exactement au milieu, hein, donc les deux coordonnées vont être, on va les obtenir grâce au milieu des segments AD et DC. Donc en particulier, on va pouvoir dire que le point O, il a 1,5 comme première coordonnée, 1,5 comme deuxième coordonnée et 0 sur la troisième coordonnée, parce que bien sûr, il est sur le carré. Donc voilà, on parcourt aucune distance le long du vecteur DS. Ok, ça c'était assez facile. Maintenant, le point J. Alors lui, lui aussi c'est assez simple en fait, il est positionné au milieu du vecteur ds, donc ça sera juste 0, 0, 1 demi. Le seul point un peu plus difficile pour lequel j'ai besoin de faire une petite construction géométrique, c'est le point I. Alors lui c'est un peu plus dur. Je vous invite du coup à construire le triangle DCS. Alors je vais essayer de faire ça au mieux de ma... Voilà, avec un dessin à la main. Alors, si vous considérez ce vecteur, ce triangle, excusez-moi, qu'est-ce que nous pouvons écrire? Alors nous savons que ça c'est S, ça c'est D, ça c'est C, et le point J se trouve pile au milieu de DS. Donc c'est juste là, je vais vous le faire en rouge, comme ça sera peut-être plus clair. Et lui c'est le point J. Voilà. Nous savons également que le point I, il est au milieu de SC, donc il va être là. Lui, ça va être le point I. Et donc, en particulier, je peux par exemple déjà affirmer avec Thalès que si je fais la parallèle par J par rapport au segment DC, ça va être celle-là. Voilà, ce n'est pas quelque chose de nouveau, vous le savez déjà, mais voilà, je vous le trace parce qu'en fait, on va avoir juste besoin de tracer une deuxième parallèle
pour construire quelle est la position en fait de I. Alors ici, je vais vous faire remarquer du coup que si on prend en considération la parallèle au côté, attendez un instant, je vous le trace, donc si on prend la parallèle au côté SD qui passe par I, alors du coup ça s'agit de cette parallèle là, je vous la fais en jaune, j'essaie de la faire le plus clairement possible. Qu'est-ce que Thalès nous permet d'affirmer? Eh bien c'est très simple, ça nous permet d'affirmer que l'intersection qu'on trouve avec cette parallèle et le segment DC, donc cette intersection là, elle sera située exactement au milieu de DC. Donc ici, je trouvais un nouveau point que je peux par exemple appeler le point K. Et je sais que K est le milieu de DC. Alors pourquoi ça va être important? Parce que nous, on veut trouver quelle est la position du point I. Et grâce à cette construction, en fait, on peut facilement le trouver. Parce que si maintenant je me positionne dans le... Je remets cette construction dans ma pyramide, eh ben, je sais que du coup, DJ est parallèle à KI en particulier, hein, parce que DS est parallèle à KI. Et du coup, je peux affirmer la chose suivante. Je peux dire que du coup, à partir du point D, si je veux atteindre le point I, eh ben, il suffit que je fasse... Donc je pars de D, je vous le rappelle. Je fais une demi-fois le vecteur DC. Et ensuite, je fais une demi-fois. Donc, et ensuite, je prends le parcours du vecteur KI. Mais le vecteur KI, c'est la même chose que le vecteur DC divisé par 2. Alors du coup, je vais exploiter ces informations-là pour dire que I, il est situé en... Alors, DC, on l'a dit qu'on l'a fait... excusez-moi, d'abord c'est DA. DA, on ne prend pas ce vecteur, donc c'est 0. Ensuite, on prend DC une demi-fois. Et ensuite, on a dit qu'on prend le vecteur DS une demi-fois, parce que KI, c'est le vecteur DS, mais divisé par 2. Voici donc les coordonnées du point I. Voilà. Cette petite construction... Peut-être que vous n'avez pas eu besoin de le faire pour trouver la coordonnée du point I, mais voilà, c'était juste pour vous aider à ce moment-là. Très bien, maintenant, à l'aide de ces coordonnées, précisez si les droites suivantes sont parallèles ou non. Et ça, c'est la partie calculatoire, donc on va procéder sans plus attendre. Nous allons du coup calculer le vecteur AJ pour commencer et le comparer à OI par la suite. Alors, AJ, je vais les calculer du coup avec les coordonnées du point J d'abord 0, 0, 0,5 auquel je soustrais les coordonnées de A. Or A c'est 1, 0, 0. 1, 0, 0. Et donc le vecteur AJ je trouve être égal à moins 1, 0, 0,5. Ensuite je calcule OI avec la même technique, donc je vais prendre les coordonnées de I, donc c'est 0, 0,5, 0,5, et j'y soustrais les coordonnées de O, donc c'est 0,5, 0,5, 0. Et donc ici je trouve moins 0,5, 0 et 0,5. Alors il suffit juste une rapide comparaison pour s'apercevoir que AJ et OI, ce ne sont pas des droites parallèles. En effet, nous avons qu'elles ont la même coordonnée sur la coordonnée verticale, la même coordonnée sur la coordonnée Y, mais ils ont les deux coordonnées X différentes. D'accord? En particulier, l'une est la moitié de l'autre, donc visiblement, ils ne sont pas collinaires. Je n'ai même pas besoin de faire le calcul ici, c'est assez évident. Donc, ici, on va pouvoir affirmer non parallèle. Et on peut passer à OJ et SB, par exemple. Alors, OJ et SB. Ça va être du coup, pour OJ, c'est encore le même calcul. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, sinon on va passer ici toute la matinée. Donc OJ, je le fais du coup avec 0, 0, 0,5, moins, 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 0,5, 0,5,
0. Ça va être égal à moins 0,5, moins 0,5, 0,5. Et ensuite, je dois le comparer à SB. SB, ce sera du coup 1, 1, 0. Moins, moins, moins. Les coordonnées du point S, donc 0, 0, 1. Alors ici, je trouve du coup 1, 1, moins 1. Très intéressant parce qu'ici, je peux voir assez clairement que si je prends le vecteur SB, eh ben, je m'aperçois que il suffit juste de multiplier moins 2 fois le vecteur OJ pour l'obtenir. C'est assez simple de le voir. En effet, moins 2 fois moins 0,5, ça fait 1. Moins 2 fois moins 0,5, ça fait encore 1. Et moins 2 fois 0,5, ça fait moins 1. Donc, c'est égal à moins 2 fois OJ. Et donc, ils sont collinaires. Donc, les deux droites OJ et SB sont parallèles. Et exactement de la même façon, vous allez faire le dernier exercice. Je pense que je ne vais pas le faire ici parce que sinon ça va nous prendre trop de temps. Mais si vous avez des questions, je peux tout à fait vous le faire. Dans tous les cas, ça c'est la technique pour résoudre ce type d'exercice. Voilà. Ok, passons à la suite. C'était l'exercice 40. Ça m'intéresse particulièrement parce que c'était un exercice d'application de la définition. La définition en particulier de représentation paramétrique de la droite D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être un exercice très rapide, ne vous inquiétez pas. Donc, la droite D, je sais que elle passe par le point A, 1, 5, moins 2. Et son vecteur directeur U, c'est 2, moins 1, 3. Du coup, je peux écrire que son équation paramétrique sera la suivante. X, Y et Z, ce sont donc les coordonnées de n'importe quel point qui appartiendra à cette droite. Eh bien, je vais l'écrire en écrivant du coup les coordonnées de A, 1, 5, moins 2 dans l'ordre. Je vais vous faire remarquer du coup que ici j'ai écrit les coordonnées de ce point-là. Elles sont là. Et à ça, je vais du coup additionner plus, plus, plus. Je vais prendre ma variable t. La variable t, elle varie dans l'ensemble de tous les réels. Et je vais multiplier du coup t fois les coordonnées du vecteur directeur, encore une fois, dans l'ordre. Ça, c'est très important. Donc, ce sera t fois 2, t fois moins 1 et t fois 3. Alors, vous voyez ici, encore une fois, je tiens à que ce soit vraiment clair. Le vecteur directeur, vous le retrouvez juste là. Alors du coup, ça veut dire que si je réécris, je trouve x, y, z égale, égale, égale. Et maintenant, ligne par ligne, je trouve 1 plus 2 fois t, 5 moins t, et moins 2 plus 3t. Voilà, donc ça c'est maintenant l'équation paramétrique de la droite D. Voilà. Et deuxième question, les points B et C appartiennent-ils à la droite D? Eh bien, ici, c'est très simple à vérifier, parce que moi, je veux savoir si ces deux points-là appartiennent à la droite, et autrement dit, s'il existe. Donc, la question sous-entendue, c'est, pour que ces deux points-là, ils appartiennent à D, il faut vérifier qu'il existe deux valeurs pour la variable t, telles que, pour ces deux valeurs, je retrouve les coordonnées des points B et C dans la droite. C'est plus simple à dire qu'à faire, ou peut-être pas tant que ça, parce qu'en effet c'est quand même assez simple même à vérifier. Vous allez voir tout de suite. Moi je vais vérifier que du coup B, commençons par B du coup, B c'est 7, 2, 7. Donc je vais vérifier que 7, 2, 7, il peut s'écrire
avec une certaine valeur de t, et bien alors je le remplace à la place de x, y, z, et je cherche à trouver une valeur de t qui satisfait, du coup, les trois équations à la fois. Parce que ça doit être la même valeur de t qui me donne comme coordonnée du point 7 de 7. Alors du coup, je regarde la première équation. Ça me donnera du coup 6 égale 2t. Si et seulement si du coup t est égal à 3. Je pense que ça vous le voyez très bien. La deuxième, ça devient du coup 2 égale à 5 moins 3. Et 5 moins 3, ça fait bien 2, donc c'est validé. Et la troisième, c'est 7 égale moins 2 plus 3 fois 3. Eh bien, vous voyez bien qu'ici aussi, on trouve que c'est validé, parce que moins 2 plus 9, ça fait bien 7. Donc, si je prends t égale à 3, dans cette équation paramétrique de la droite, eh bien, je trouve tout à fait les coordonnées du point B. J'en déduis que, donc, B appartient à la droite D. Ok, faisons l'autre. L'autre point, c'était le point C. Il a comme coordonnées moins 3, 7, moins 6. Moins 3, 7, moins 6. Donc je vais faire moins 3, 7 et moins 6 égale, égale, égale. Les mêmes équations, donc 1 plus 2t, 5 moins t et moins 2 plus 3t. Et du coup, je vais écrire que ça c'est vrai si et seulement si j'ai... Alors pour la première équation, du coup, je résous toujours celle-là en premier. Je vais trouver du coup moins 4 égale à 2t. Et ça, c'est vrai si et seulement si t est égal à moins 2. Voilà. Regardons quel est l'effet de cette équation dans les deux autres. Eh bien, je vais avoir que 7 doit être égal à 5 moins 2. Ah bah ça marche, hein, parce que 5 moins 2, ça fait bien 7. Donc ça, c'est vérifié. Et la dernière, ça va être moins 6 égale à moins 2 plus 3 fois moins 2. Alors, regardons un instant cela. Ça va faire du coup, si et seulement si, je l'écris ici, moins 6 égale à moins 2. Et alors, du coup, 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Mais du coup, ici, j'ai que moins 6 devrait être égal à moins 8. Et à mon avis, ça, c'est assez faux. Alors, comme ça, c'est faux, ça veut dire que non, le point C n'appartient pas à la droite D. Car en effet, la valeur t égale à moins 2, elle est valable pour les deux premières coordonnées, mais pas pour la troisième. Et donc, ça veut dire que je n'ai aucune chance d'avoir que le point C, il appartiendra à cette droite. Voilà, donc ici, vous voyez bien, je suis arrivé à deux conclusions avec la même technique, c'est-à-dire essayer de trouver la bonne valeur qui satisfait les trois équations en même temps, hein, la bonne valeur de t, bien sûr, qui satisfait les trois équations de la droite paramétrique en même temps. Voilà, un exercice facile, je pense, au niveau des calculs, sûrement, peut-être moins au niveau de la théorie, parce que c'était aussi le premier que vous faisiez de ce type-là. Voilà, je vous laisse afficher encore quelques secondes. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou en message privé si vous avez d'autres questions. Je suis toujours là pour y répondre. Voilà, on va maintenant passer à la partie cours. Passons donc au cours. Alors, on va reprendre là où on s'était arrêté avec le cours précédent. Donc, on avait donné la définition d'une représentation paramétrique d'une droite. Et donc, on va passer au niveau supérieur et à donner la représentation paramétrique d'un plan. Alors, pour cela, nous allons non pas lire tout de suite cette propriété et donc la définition qui va suivre, comme nous avons fait pour la droite, mais je vais juste prendre le temps de vous détailler cette construction. Alors, comment nous avons fait pour construire une droite? Je vous le rappelle, nous avions fixé un certain point. Okay. Ensuite, nous avions donné un certain vecteur, qu'on avait appelé son vecteur directeur. Et ensuite, nous avions considéré en gros ce qu'on avait défini comme tous ces possibles prolongements et que en parcourant toute cette construction, on peut arriver à attendre n'importe quel point qui appartiendra à notre droite. D'accord? Ça, c'est l'idée. L'idée, c'était de la parcourir avec les vecteurs. Donc ça, c'est pour les droites. Maintenant, essayons de voir comment peut-on utiliser la même idée, mais pour un plan. Alors, déjà, commençons à définir toujours un certain point de base. Parce que oui, si on doit bouger dans l'espace, eh ben, il va falloir qu'on fixe un point de départ. Ok. Ensuite, nous allons considérer deux vecteurs. Et ces deux vecteurs, cette fois-ci, on va les prendre. Donc un vecteur bleu, pour vous faire un exemple, et
un vecteur rouge. On va les mettre comme ça. Il ne doit pas forcément être de la même longueur. Et je vous reporte à la définition que nous avons déjà traitée dans notre cours, cette définition-là, pour comprendre pour quelles raisons nous avons besoin de deux vecteurs. Vous vous rappelez de cette définition quand on avait commencé à parler des plans? Je remonte. Alors, quand on avait commencé à parler de cette propriété, vous vous rappelez, je vous avais dit cette propriété elle est très importante, je vous avais mis le point d'urgence parce que ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder toujours dans l'esprit. Comment on peut arriver à atteindre n'importe quel point dans un plan? Donc ici on parlait du point M. Eh bien on va utiliser deux vecteurs qu'on appelle les vecteurs qui dirigent le plan du coup, et avec ces deux vecteurs on peut atteindre n'importe quel point situé dans l'espace. D'ailleurs je vous avais fait ce dessin là, j'espère que vous vous en souvenez. Et bien maintenant c'est le moment de ressortir exactement cette même théorie. Donc je redescends là où j'étais. Voilà, ça c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Maintenant nous allons faire la même chose mais avec du coup deux vecteurs. Et cette fois-ci on va travailler en coordonnées. Donc imaginons que nous sommes sur ce gros plan là et que je veux le décrire à l'aide du coup des coordonnées. Alors, j'ai considéré du coup un premier vecteur U rouge et un deuxième vecteur V bleu. Eh bien, l'idée c'est que avec ces deux vecteurs, je peux atteindre n'importe quel point. Alors, ce vecteur-là, il me donne cette direction, bien sûr. Le vecteur rouge, il me donne cette autre direction-là, bien sûr. Ok. J'espère que vous le voyez. Nous sommes bien dans ce plan. Si je veux donc positionner n'importe quel point, par exemple ce point-là, on va l'appeler le point B, l'idée est toujours la même. Je pars du point A, je vais parcourir un certain nombre de fois le vecteur V, d'accord? Par exemple jusque-là. Je vais ensuite parcourir un certain nombre de fois le vecteur U, par exemple jusque-là, et regardez, je vais pouvoir atteindre le point B. J'espère que vous le voyez, peut-être que je dois prolonger un tout petit peu de plus le vecteur ici, pour bien arriver à l'atteindre, voilà, comme ça c'est plus précis. Voilà. Et bien, pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait du coup? Résumons-le cette fois-ci à l'aide de mon repère. Alors, le vecteur U, je l'ai pris une fois et demi. Ça, ce petit vecteur rouge ici, c'est une demi fois U. Hein. C'est assez simple à voir, je pense. Ça, c'est une répétition, deux répétitions. Donc, ça, c'est, excusez-moi. Donc, ça, c'est le double de V, le triple de V. Et ça, c'est encore une fois un tout petit demi. Donc, ça, c'est 3 fois et demi. Et donc, pour le vecteur rouge, écrivons-le directement, ce sera une fois et demi, donc ce sera 3 demi U. D'accord? Si je considère tout le vecteur du point A jusqu'à la fin, et pour le point V, ce sera 3 fois et demi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti du point A. Alors, je vais juste écrire ça entre des guillemets. Je suis parti du point A. J'ai additionné 3,5 fois le vecteur V. J'ai additionné 1,5 fois le vecteur U. Et je suis arrivé donc à atteindre le point B. Ok? Alors, cette écriture, elle n'est pas rigoureuse du tout. On va essayer de la rendre un peu plus précise, comme on a fait pour l'équation de droite. C'est-à-dire que, à la place de l'écrire comme ça, je vais utiliser une écriture purement vectorielle, et donc dire que tout cela a lieu par rapport à l'origine de mon repère, et donc dire que pour atteindre non pas le point B, mais le point OB, c'est-à-dire le vecteur OB du coup défini à partir d'une certaine origine qui sera située où je le souhaite dans mon espace. Et bien comment j'ai fait? Je me suis situé d'abord dans la position indiquée par OA. J'ai additionné, je peux mettre les deux vecteurs directeurs dans l'ordre que je souhaite. Donc je peux mettre 1,5 fois U par exemple, plus 3,5 fois le vecteur V. Et maintenant, qu'est-ce que cela veut dire en termes de coordonnées? Eh bien, ça veut dire que le point
Donc le vecteur OB, je ne sais pas quelles sont ses valeurs, pour le moment je laisse comme ça. B sera mon point non spécifié, d'accord? Donc je vais bientôt donner comme valeur de coordonnées 3 lettres, 3 variables. OA, on a dit que c'était le point que j'avais fixé, et donc comme c'est le vecteur OA, ce sera du coup la coordonnée XA, la coordonnée YA, la coordonnée ZA, à laquelle je soustrais les coordonnées de l'origine, donc 0, 0, 0. Excusez-moi. Voilà. Plus 1,5 fois le vecteur U. Je ne sais pas quelles sont ces coordonnées, mais je peux par exemple les appeler, comme j'avais fait pour le dernier cours, U1, U2, U3. Plus encore 3,5 fois le vecteur donné par, cette fois-ci, les trois coordonnées V1, V2 et V3. D'accord? Et donc tout ça, ça me permet d'atteindre le point B. Mais bien sûr, le point B, je ne connais pas ses coordonnées, donc je vais plutôt les appeler XB, YB, ZC. Et comme c'est le vecteur OB dont je m'intéresse, ici je dois juste soustraire moins 0 et moins 0. Donc ça me donne du coup comme résultat une expression qui rassemble énormément à celle de la droite, mais cette fois-ci c'est pour un plan, et la seule différence en fait c'est que nous avons un vecteur de plus que pour l'équation de la droite. Vous voyez bien, pour me déplacer dans un plan, j'ai besoin de non pas de un seul vecteur, comme pour la droite paramétrique, mais de deux vecteurs. Alors du coup, pour conclure, ça c'était un exemple spécifique. Maintenant, faisons donc un exemple générique. Ici, j'ai atteint le point B. Maintenant, essayons d'atteindre un point qui n'a pas de coordonnées spécifiées. Donc par exemple, ce sera le point de coordonnées X, Y et Z. Ce point-là, c'est toujours exprimé du coup par le vecteur OM. Imaginons que du coup, c'est M, notre point générique de coordonnées X, Y, Z. Ça veut dire que OM, c'est le vecteur X-0, Y-0, Z-0. Eh bien, lui, il sera donné par, du coup, les trois coordonnées XA, YA, ZA, qui sont toutes seules parce que, encore une fois, je soustrais toujours 0, parce que ça, c'est du coup l'expression du vecteur OA, plus un nombre mystérieux de fois, donc je vais toujours prendre une première variable t, donc t fois le vecteur directeur u, u1, u2, u3. Je ne sais pas combien de fois, mais je sais que c'est un nombre réel, donc ici je vais écrire, donc c'est plus t fois le vecteur u, en sachant que du coup t appartient au nombre réel. Et comme j'ai un deuxième vecteur, je dois du coup prendre une deuxième lettre variable, encore une fois. Ce sera la lettre S par exemple. Et celle-là, ça multiplie V1, V2, V3. Il s'agit du coup de S fois le vecteur V, en sachant bien sûr que S, ça peut être bien négative ou comme valeur, ou une valeur fractionnaire, hein, aucun problème. S appartient lui aussi à R. Alors en faisant ça, qu'est-ce que j'ai obtenu comme au niveau de mon système? Eh bien, ça c'est équivalent à dire que x, y et z seront égales du coup à, lisons la première ligne, c'est xa plus t fois u1 plus s fois v1. Ici j'ai xa plus t fois u2 plus s fois v2. Et la troisième coordonnée c'est za plus t fois u3 plus s fois v3. Voilà. C'est ça, du coup, qui va composer l'équation paramétrique d'un plan. Ok? Je vous le marque juste. Donc, ce système, un système, c'est ce qu'on appelle un ensemble du coup d'équations avec une accolade, comme celle que je fais en ce moment. Ce système, ça représente du coup un plan. D'accord? J'ai besoin du coup de deux variables, t et s, qui varient dans l'ensemble de nombres réels. Voilà, je reviens donc à ma définition. Voilà, et on va retrouver exactement cette même définition avec d'autres lettres, bien sûr, mais c'est bien de pratiquer un peu d'élasticité et flexibilité. Qu'est-ce que nous avons ici?
Dans un repère de l'espace, le plan P passant par le point A, XA, YA, ZA, et qui a deux vecteurs directeurs U qui a comme coordonnées alpha, bêta, gamma et V qui a comme coordonnées alpha prime, bêta prime et gamma prime. Ce sont mes deux vecteurs, les deux vecteurs que j'avais pris moi avec comme coordonnées U1, U2, U3, V1, V2, V3. Eh bien, je peux affirmer qu'un point mystérieux X, Y, Z appartiendra à ce plan si et seulement s'il existe deux réels T et T', moi je l'avais appelé dans mon exemple T et S pour le distinguer plus facilement. Eh bien, regardez le système qui est obtenu. Du coup, nous avons X, Y et Z égale du coup à X, A, Y, K, Z, A plus T fois le vecteur directeur U et T' fois le vecteur directeur V. D'accord? Et nous avons du coup la possibilité de prendre ça comme définition dans cette définition qui vient ici. On va dire que ce système d'équations est la fameuse représentation paramétrique du plan P. Ok. Alors, il y a quelque chose à dire ici. La lettre que l'on choisit, donc ici ça peut être la lettre T, la lettre S, la lettre T', la lettre S', mais aussi la lettre Q, pourquoi pas, ou la lettre, juste une lettre que nous avons encore jamais utilisée, comme par exemple la lettre E. Bref, peu importe la lettre que vous utilisez, hein, ça c'est une variable. Donc c'est juste un symbole. Donc toutes ces variables, vous pouvez les utiliser, mais c'est important de ne pas utiliser deux fois la même. D'accord? Toutes les variables doivent à chaque fois être différentes. Cela est très 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 important. Très très important. Ensuite, je tiens à vous faire concevoir que cette étape abstraite, elle est très importante parce qu'en fait, nous sommes en train de pouvoir modéliser numériquement, donc avec des chiffres, hein, c'est ça que je veux dire par numériquement, un objet qui est infini à la base. Un plan ou une droite d'ailleurs, c'est un objet qui n'a pas de limite. Vous voyez bien que si je fais varier les variables t ou les deux variables t et s dans l'ensemble des réels, je peux atteindre n'importe quel point. Et donc, grâce à ça, j'ai bien une définition d'un objet qui me permet d'atteindre qui me permet en fait de décrire des objets dans l'espace qui peuvent avoir des dimensions vraiment ahurissantes, impressionnantes. C'est vraiment une grande étape abstraite que vous êtes ici en train de franchir. Je vous félicite si vous êtes arrivé à écouter jusqu'à ce point-là, parce que c'est vraiment un grand pas à quelque chose de très nouveau qui ne concerne que effectivement le programme de terminale scientifique. C'est quelque chose de très puissant. Et donc on va voir maintenant des exercices sur ça. Je vous invite à lire cette méthode 5 sur l'étude des positions relatives. Alors, je ne vais pas la faire parce que je trouve que cet exemple est assez bien rédigé tout de même, plus que le dernier qu'on a vu ensemble. Mais je vais plutôt me dédier à vous faire cet exemple ici. Donc c'est l'exercice 44. Je vous l'ai fait brièvement pour du coup vous montrer comment on peut gérer ce type d'exercice. Alors, on va donc, pour le moment, on va considérer deux droites données par des représentations paramétriques. Ne vous inquiétez pas, je vais aussi vous faire des exemples de positions relatives entre droite et plan, mais pas dans cette vidéo, ce sera plutôt dans une prochaine. Alors, l'espace est muni d'un repère OJK, IJK, pardon. Les droites des D' sont données par leur représentation paramétrique et on veut étudier leur position relative. Alors, trois questions du coup. Montrer que D et D' ne sont pas parallèles. Alors, déjà, regardons un instant ces deux droites paramétriques. D, elle est donnée par, du coup, un point, disons, un point fixe qui est le point donné par les trois coordonnées 1, 3 et moins 2. Ça, c'est l'équivalent que j'avais appelé ce point A dans ma définition. Donc, je vais l'appeler ici comme ça pour cette première droite D. Donc, la droite D passe par ce point, 1, 3, moins 2. Et son vecteur directeur U, eh bien, je lis juste du coup la variable T. Je regarde le coefficient de T. Le premier coefficient, c'est 1. Le deuxième, c'est moins 2. Et le troisième, c'est encore 1. Donc, U, son vecteur directeur, c'est celui-là. Très bien. Ensuite, je sais que D', elle est encore donnée, du coup, par un nouveau point. Je vais l'appeler B cette fois-ci. Lui, c'est 2
moins 4, 2, donc elle passe par ce point, et elle a comme vecteur directeur le vecteur V, cette fois-ci c'est 2, 1, moins 1, en lisant les coefficients. Alors si c'est pas clair, je vous le mets en évidence. Pour la droite D, j'ai lu qu'ici il y avait sous-entendu le coefficient 1, ça c'est le coefficient moins 2, et ici encore il y a le coefficient 1 qui multiplie T. Pour D', c'était le coefficient 2 qui multipliait T dans la variable X, 1 qui multipliait T dans la variable Y, pour la variable Y, et ici nous avons le moins qui veut dire du coup moins 1, donc c'est ces deux vecteurs-là. Ok, premièrement, montrons qu'elles ne sont pas parallèles, ça c'est simple, il suffit de contrôler si les deux vecteurs U et V sont collinéaires ou pas. Et donc ici, je peux tout simplement faire le rapport coordonnée par coordonnée, et je remarque que 1 divisé par 1, ça fait 1. Ça c'est du coup si je fais la première coordonnée divisé par la première coordonnée, excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est pas 1 divisé par 1, mais c'est 1 divisé par 2, ça me donne du coup 0,5. J'ai fait la deuxième coordonnée, c'est moins 2 divisé par 1, donc c'est cette coordonnée et cette coordonnée, et je me rends compte déjà que ça fait moins 2, donc je peux conclure que U et V ne sont pas collinéaires. Donc les deux droites ne peuvent pas être parallèles. Déjà ça répond à la question. D et D' ne sont pas parallèles. Super. Deuxième question. Déterminer un éventuel point d'intersection de D et D'. Ok. Alors pour étudier cela, c'est très simple ce que je dois faire. Si je veux trouver un éventuel point d'intersection, il faut que je compare du coup la première de mes droites, donc la droite T, qui a comme coordonnées 1 plus T, 3 moins 2T et moins 2 plus T. Alors pourquoi je dis que ça ce sont ces coordonnées? Parce que ici, je suis en train de donner la forme paramétrique de la première coordonnée X, de la deuxième coordonnée Y et de la troisième coordonnée Z. Or, si je veux que ces deux droites-là aient un éventuel point d'intersection, il va falloir que cette première expression paramétrique puisse être égale à la deuxième. Et la deuxième, c'est quoi? Eh bien, c'est 2 plus 2t. Mais comme ce n'est pas le même t, parce que c'est deux représentations paramétriques de deux droites différentes, ici je vais plutôt marquer t'. Donc, moins 4 plus t', encore une fois, et moins 2 plus t doit être égal à 2 moins t'. Alors du coup, vous remarquerez que ici, j'ai écrit la droite D'. Donc, pour résumer, ça c'est t, ça c'est D'. J'ai changé ma variable qui était appelée t tout à l'heure, maintenant c'est t' parce que il s'agit de deux droites différentes et comme je vous avais dit, les variables c'est pareil, je peux le changer à tout moment, mais ici je dois le changer parce que ces deux droites, vous voyez, même si ici elles sont identifiées par la variable t, ici elles sont considérées comme deux entités séparées. Quand je les considère en même temps, je ne suis pas obligé que la variable t ait la même valeur en même temps que sa jumelle. Et donc, je dois appeler l'autre différemment. À la place de l'appeler t, je vais l'appeler t', parce qu'ils sont deux objets indépendants. On reviendra sur ce concept, ne vous inquiétez pas. Je vais du coup maintenant effectuer les opérations pour vous montrer, pour trouver si elles ont un point d'intersection ou pas. Ça, c'est juste un système. Et ce système-là, pour le résoudre, je vais du coup essayer de résoudre singulièrement, donc une par une, les trois équations. Alors, je commence du coup par la première. Je vais essayer de du coup isoler du coup la variable t, et je vais du coup écrire que la première, ça me donne t égale à 2 moins 1 plus 2 fois t'. Et ça me donne 2 moins 1, ça fait 1, plus 2 fois t'. Très bien. Alors je vais juste m'encadrer ça parce que ça va être utile tout de suite. Donc t, ça fait 1 plus 2 fois t'. Ok. Maintenant, on va exploiter cette information dans la deuxième équation. Ça veut dire que 3 moins 2, maintenant c'est pas simplement fois t, mais c'est fois cette nouvelle valeur que j'ai trouvée, c'est-à-dire 1 plus
2 fois t'. Très bien. Égale du coup à moins 4 plus t'. Alors, je vais vous faire remarquer que 1 plus 2t', je l'ai juste remplacé ici quand il y avait la deuxième apparition de t. Et dans la troisième équation, du coup, ce sera moins 2 plus, encore une fois, 1 plus 2t' qui doit être égal à 2 moins t'. Donc, encore une fois, j'ai remplacé cette expression dans la troisième équation également. Ok, maintenant, passons au calcul. Donc ici, je mets un joli si et seulement si et j'écris en bas. Voilà, qu'est-ce que nous avons? Donc la première équation, elle reste sans changement du coup, parce que je ne la touche plus en fait, j'ai déjà résolu ce que je pouvais faire. Et la deuxième, ça devient 3 moins 2 moins 4 t' égale à moins 4 plus t'. Et la dernière, ça va être moins 2 plus 1, donc ça fait moins 1 plus 2t' égale à 2 moins t'. Ok? Je vais du coup essayer de résoudre les deux dernières équations pour trouver la valeur de t' et voir si je peux trouver un système qui a une solution ou pas. T égale 1 plus 2t', c'est la première équation. La deuxième équation, ça veut dire du coup 3 moins 2, ça fait 1. Je porte le moins 4 de l'autre côté, donc ça fait 1 plus 4, égale à t' qui était déjà à droite, plus 4t'. Et en bas, je trouve du coup moins 1 moins 2 égale à moins t' moins 2t', en effectuant du coup les déplacements des termes. Et enfin, je peux écrire du coup que, alors la première équation toujours pareil, t égale 1 plus 2t'. Et ici, je trouve 5 égale à 5t', mais ça c'est si et seulement si t' est égal à 1, vous l'aurez sûrement déjà compris. Et dans la dernière, vous avez moins 3 égale à moins 3t', mais ça c'est si et seulement si t' est toujours égal à 1. Donc ici, vous voyez que les deux équations me donnent le même résultat, il n'y a pas de contradiction, et donc je peux dire que grâce à un tout petit dernier remplacement, donc tout ça c'est équivalent à dire t égale à 1 plus 2 fois 1, donc ça fait 3. Et t' c'est égal à 1. Vous voyez, comme les deux dernières équations étaient données le même résultat, j'ai juste besoin de le réécrire une seule fois. Donc, si t est égal à 3 et t' est égal à 1, on va trouver un point d'intersection. La preuve, regardez ce qui se passe. Si je prends t égale à 3 ici, donc ici je vais prendre t égale à 3, et ici je vais prendre t' égale à 1. Regardez ce qui se passe, ça va être magique. Pour D, je vais trouver x égale 1 plus 3, ça fait 4. Y égale 3 moins 2 fois 3, donc je vais vous l'écrire, 3 moins 2 fois 3, ça fait 3 moins 6, ça fait moins 3. Et Z, ça va faire moins 2 plus 3, donc ça fait 1. Donc je trouve x égale à 4, y égale à moins 3, et z égale à 1. Et juste après, je fais la même chose pour d' et je trouve x égale à 2 plus 2 fois 1, du coup en fait ça fait 4. Y égale à moins 4 plus 1, donc ça fait moins 3. Et z c'est tout simplement 2 moins 1, donc ça fait 1. Remarquez un peu, ici on a trouvé exactement les mêmes coordonnées. Donc vous voyez du coup quel était le but de ce calcul, c'était de trouver pour quelle valeur de t et de t' du coup ces deux droites avaient un point d'intersection. Donc l'éventuel point d'intersection mentionné ici, c'est le point. Il s'agit du point 4 moins 3, 1. Et la conclusion, c'est celle-ci. On a déjà trouvé du coup ce point d'intersection. Voilà. Alors j'espère avoir été clair. Je comprends que si c'est la première fois que vous voyez cet exercice, ça peut être un peu dérangeant. Ne vous inquiétez pas. On va faire petit à petit d'autres exercices sur ce même sujet. Donc je vais vous donner la suite de l'exercice 44, c'est-à-dire l'exercice 45 à faire pour le prochain cours. Prenez le temps de bien regarder cette vidéo, de bien comprendre quelle est du coup cette technique que j'ai mis en œuvre ici pour effectuer ce calcul et trouver les deux valeurs de t et de t', et pour quelles raisons c'est logique de faire ça.
Regardez également quelle est la représentation paramétrique d'un plan et je vous encourage largement à lire cet exemple. On va traiter des exercices de ce type-là très prochainement, ne vous inquiétez pas, je vais vous faire encore quelques exercices développés sur ce sujet parce que je comprends que ça puisse être difficile. Pour le moment, je m'arrête là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.